Bienvenue à notre webinaire aujourd'hui organisé par le service juridique de la CCI Alsace Eurométropole. Je me présente, Stéphanie Porte, juriste au sein du service juridique. Avec grand plaisir de vous trouver aujourd'hui avec un sujet qui reste toujours de l'actualité, la responsabilité des dirigeants d'entreprise. Vous avez la possibilité de poser des questions par écrit. N'hésitez pas, ma collègue va surveiller de près et me faire signe. Comme ça, on peut en direct poser les questions à notre intervenant. Déjà, petite précision, alors on a prévu une sorte de cycle d'information parce qu'aujourd'hui, notre intervenant va parler du côté juridique de la responsabilité des dirigeants d'entreprise. Mais effectivement, le webinaire de la semaine prochaine fait partie parce qu'il va reprendre la partie assurance qui logiquement est importante à aborder ensuite une fois on a vu les questions juridiques. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir comme intervenant Oliver Berg, avocat à la cour du cabinet BTK Suchet Avocat, qui va nous présenter la responsabilité des dirigeants d'entreprise. Et je donne tout de suite la parole à Oliver Berg avec plaisir. Merci. Oui, merci pour cette présentation. Bonjour à tout le monde. Alors, on m'a demandé de parler aujourd'hui d'un sujet qui est la responsabilité du dirigeant d'entreprise, responsabilité civile et responsabilité pénale. Alors, d'abord, un premier mot. C'est un sujet évidemment très important. C'est un sujet avec lequel on est confronté lorsqu'on est en cabinet d'affaires, puisqu'on côtoie presque quotidiennement des dirigeants d'entreprise. Mais c'est en même temps un sujet qui reste exceptionnel dans la mesure où ce n'est pas non plus le quotidien de l'avocat en affaires d'avoir à traiter des dossiers de responsabilité personnelle du dirigeant. La responsabilité personnelle du dirigeant n'est pas la règle, bien entendu, et fort heureusement parce que ces dossiers sont des dossiers qui sont assez délicats et qui sont des dossiers aussi toujours, bien entendu, difficiles à vivre pour le dirigeant puisqu'il voit mis en cause sa responsabilité personnelle avec un risque pour son patrimoine personnel et avec un risque de se voir, de se retrouver devant un tribunal correctionnel. Donc, ce sont des dossiers délicats et qui ne sont heureusement pas la règle. Il est d'autant plus important d'agir avec prudence pour toujours éviter d'en arriver à cette situation. Et par conséquent, il est important de bien connaître ce sujet. Alors, nous allons aborder ce sujet de façon très simple, c'est-à-dire, dans un premier temps, nous allons voir quelques notions dans une introduction. Ensuite, nous aborderons la responsabilité civile du dirigeant et ensuite la responsabilité pénale du dirigeant. Alors, d'abord, s'agissant de la responsabilité civile. D'abord, s'agissant de l'introduction. Alors, qu'est-ce qu'un dirigeant d'entreprise? Première question. Cela regroupe plusieurs réalités. Cela peut être naturellement le dirigeant d'une entreprise individuelle, mais très souvent, c'est le dirigeant d'une personne morale, d'une société. Dans cette hypothèse, lorsqu'on parle de dirigeant, au sens de la responsabilité, on parle du mandataire social. Le mandataire social, à savoir le président d'une SAS, le gérant d'une SARL. On parle bien du mandataire social et on ne parle de personne d'autre. Notamment lorsque on se pose la question de savoir si un directeur commercial ou un directeur technique est également un dirigeant, la réponse, au sens du droit de la responsabilité en tout cas, est négative. Ce sont des salariés, c'est un autre régime, ils ne sont pas concernés, sauf hypothèse
très exceptionnel, par exemple d'une délégation de pouvoir. Mais sinon, nous parlons bien du mandataire social. Ensuite, qu'est-ce qu'est la responsabilité? Alors, la responsabilité, c'est une question très simple. Être responsable, c'est répondre de ses actes, tout simplement. Et on distingue classiquement la responsabilité civile, qui concerne le cas où une personne agit pour obtenir réparation de son dommage. C'est la responsabilité civile. La responsabilité pénale, c'est une action qui est déclenchée le plus souvent par le ministère public avec objectif d'obtenir une condamnation pénale. Voilà donc, dans un premier temps, la responsabilité civile du dirigeant. Alors, la responsabilité civile suppose toujours que 3 conditions soient réunies. Il faut que 3 conditions soient réunies, à savoir la présence d'une faute, d'un dommage, d'un lien de causalité. C'est toujours pareil. Pour présenter la responsabilité civile du dirigeant, il existe plusieurs approches. On peut l'aborder de différentes façons. Pour ma part, j'estime que la plus simple, c'est de partir de la qualité de celui qui agit contre le dirigeant. Et là, on peut distinguer 3 hypothèses. Nous allons voir ces 3 hypothèses l'une après l'autre. Alors, la première hypothèse, c'est un associé de la société qui agit contre le dirigeant. La deuxième hypothèse, c'est la société elle-même qui agit contre le dirigeant. Et la troisième hypothèse, c'est un tiers qui agit contre le dirigeant. Alors, commençons d'abord par la première hypothèse, c'est celle de l'action engagée par un ou plusieurs associés contre le dirigeant. En effet, tout associé a en théorie, du moins, la possibilité d'agir contre le dirigeant, de l'attaquer s'il estime qu'il a été lésé par des agissements du dirigeant, et il peut donc mettre en jeu la responsabilité du dirigeant. Il reste qu'il existe dans cette hypothèse une limite, une barrière assez importante pour que cette responsabilité puisse aboutir, puisque il faut, c'est une condition posée par la jurisprudence, il faut que l'associé puisse prouver un préjudice distinct de celui de la société. Un préjudice distinct de celui de la société, en simplifiant, il ne faut pas que l'associé fasse tout simplement valoir que la valeur de ses parts sociales ait été diminuée par la faute d'un dirigeant, ou bien qui ne peut plus se verser un dividende conséquent en raison de la faute du dirigeant, puisque dans cette hypothèse-là, c'est un préjudice qui n'est pas distinct de celui de la société. En fait, c'est tout simplement un préjudice subi en premier lieu par la société, par cette faute qui est relevée, et par répercussion seulement, c'est l'associé qui en subit les conséquences. Et donc, ce préjudice, l'associé ne peut pas le faire valoir contre le dirigeant. Alors, un exemple tiré de la jurisprudence, c'est le cas d'un gérant d'une SCI qui a mis fin de façon inopportune et même par certaines négligences à un bail commercial, faisant perdre à la SCI des revenus conséquents. Il est mis en cause par des associés qui se plaignent puisqu'ils voient par la suite leurs dividendes diminuer fortement. La Cour de cassation dit que ces associés-là ne peuvent pas agir contre le dirigeant au motif que, je cite, le préjudice allégué par les associés ne se distinguait pas de celui qui atteignait la société tout entière, dont il n'était que le corollaire. Donc, l'action est rejetée pour défaut de préjudice distinct. Donc, c'est une limite très importante. Il existe d'autres exemples où ces actions ont abouti, où la responsabilité du dirigeant a été retenue. Seulement 2 exemples. C'est le cas dans lequel
dirigeant écarte un associé du versement de dividendes. Naturellement, là, il subit un préjudice distinct et personnel. Ou bien, un contentieux qui est assez important aussi, c'est le dirigeant qui refuse de communiquer des documents sociaux à un associé. Là aussi, cela peut causer un préjudice personnel et distinct à l'associé. Il peut agir contre le dirigeant personnellement en cas de refus de communiquer des documents sociaux. Voilà la première hypothèse où une action est dirigée contre un dirigeant. Ce sont les associés de la société qui agissent, mais avec cette limite tout de même extrêmement importante du préjudice personnel et distinct de la société. Maintenant, la deuxième hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est l'action engagée par la société. L'action engagée par la société contre le dirigeant. Alors, cette hypothèse existe naturellement aussi, et il faut, pour que la responsabilité du dirigeant puisse être engagée, il faut dans ce cas-là que la société prouve une faute de gestion de la part du dirigeant. Alors, prouver une faute de gestion, la jurisprudence elle est très claire là-dessus, la doctrine aussi. Prouver une faute de gestion, cela ne veut pas dire pouvoir mettre en cause la stratégie commerciale ou généralement des options stratégiques du dirigeant, même si ces options peuvent être des options à risque. Mais prendre des risques, c'est le propre de toute entreprise. Et par conséquent, parfois, ces risques se sont avérés, ou ces choix se sont avérés être de mauvais choix en termes d'orientation stratégique, mais ce n'est pas pour autant que le gérant commet une faute. Donc, le risque normal de l'entreprise doit naturellement être supporté par la société. Et si les options stratégiques ne sont pas les bonnes, tant pis pour la société. C'est tout à fait quelque chose de naturel. Donc, on parle bien de fautes de gestion qui sont autres, qui ne sont pas des choix stratégiques. Alors, comment apprécier l'existence d'une faute de gestion? Le critère, c'est le dirigeant prudent et diligent, qui agit avec prudence et diligence dans l'intérêt social. Voilà ce qui caractérise les obligations du dirigeant et en même temps qui doit guider son action. S'il n'agit pas avec prudence et diligence dans l'intérêt social, il peut engager sa responsabilité. Alors, il existe différentes hypothèses, c'est une appréciation au cas par cas, dans lesquelles, très souvent, on sait que cette faute existe, on le sait toujours lorsque le dirigeant commet une faute intentionnelle causant un préjudice à la société. Ce sont les cas les plus simples, c'est par exemple le cas, assez fréquent aussi en jurisprudence, du gérant qui se verse des rémunérations injustifiées, donc qui prélève un peu des fonds dans la caisse, mais sans véritable justification. Il se sert dans la société, naturellement, ce sont des fautes de gestion, il engage sa responsabilité. Mais il existe aussi des cas dans lesquels la question est plus difficile à apprécier, puisqu'on est dans le domaine de l'imprudence et de la négligence. Et dans ce cas-là, c'est une appréciation au cas par cas, et la jurisprudence nous donne quelques exemples de fautes de gestion. Par exemple, c'est le cas du PDG qui remet des chèques signés en blanc à un comptable, qui va ensuite user de ces chèques signés pour détourner des fonds au préjudice de l'entreprise. Là, le PDG engage sa responsabilité personnelle vis-à-vis de l'entreprise. Mais cela peut aussi être le cas d'un gérant qui a entraîné une condamnation de la société pour concurrence déloyale. Donc on voit que c'est déjà un cas un peu plus limite. Il a peut-être pensé agir pour le bien de la société, mais la société va ensuite se retourner contre lui pour avoir été condamné pour concurrence déloyale.
Mais là aussi, la responsabilité a été reconnue. Ensuite, il y a deux hypothèses qui sont particulièrement importantes, puisque ce sont des hypothèses qui peuvent arriver et qui concernent un peu plus une gestion de tous les jours. Il y a des condamnations de gérants qui ont négligé la déclaration d'une créance dans une procédure collective. Donc, s'il y a une déclaration de créance à faire, il ne faut surtout pas la négliger, puisqu'il existe des jurisprudences où des sociétés se sont retournées contre leurs propres dirigeants pour réclamer le remboursement, l'indemnisation pour la perte qui en résulte. Il y a également un autre cas, c'est le fait de se laisser prescrire une créance. Donc là encore, il faut être particulièrement vigilant à ce que les créances de la société ne tombent pas sous la prescription et sont perdues par la suite pour la prescription. Sinon, cela peut être qualifié de faute de gestion et le gérant engage sa responsabilité. Voilà donc la faute de gestion. Maintenant, il existe une question délicate. C'est la question de savoir qui peut intenter l'action concrètement. C'est une action qui est menée pour la société, naturellement, mais le problème, c'est que très souvent, plutôt souvent, il existe le dirigeant, il ne va pas lui-même engager une action pour engager sa propre responsabilité. Donc, on est souvent face à des situations délicates. Et donc, en général, il existe deux situations, à savoir, la première, c'est que le dirigeant ayant commis la faute n'est plus en place. Dans ce cas-là, c'est le nouveau dirigeant qui va agir contre l'ancien dirigeant. Cette situation-là est relativement simple. Le problème se pose lorsque le dirigeant est toujours en place et qu'il refuse d'agir contre lui-même à titre personnel, ce qui est le cas à peu près dans 100% des cas. Donc, dans ce cas-là, la situation manque de représentation pour pouvoir agir. C'est pour cette raison-là que le législateur a mis en place une action particulière qui s'appelle l'action ut singuli, prévue à l'article 1843-5 du Code de commerce, et qui ouvre à des associés la possibilité de se regrouper, de faire nommer un mandataire commun et de le charger de mener, au nom de la société, une action contre le dirigeant qui est toujours en place. Alors, des taux sont fixés par la loi pour que cette action puisse être menée. Il faut être au moins 10% des associés dans une SARL et 5% dans une société par action, sachant qu'il existe des atténuations pour les grandes sociétés par action, puisque même là, il est difficile d'atteindre 5%, souvent. Donc, une fois que ces taux sont atteints, les associés vont désigner un mandataire commun qui pourra agir contre le dirigeant au nom et pour le compte de la société, lui reprocher une faute de gestion et demander réparation du dommage. Les fonds qui seront, le cas échéant, récupérés ne reviennent pas aux associés, naturellement, mais reviennent à la société. C'est donc la société qui sera indemnisée de son préjudice par ce biais. Voilà une situation assez particulière, mais à laquelle le législateur, avec cette action spécifique, a trouvé une parade. Voilà ceci concernant l'action engagée par la société contre le dirigeant. La dernière hypothèse, c'est l'action engagée par un tiers contre le dirigeant. Alors, qui sont ces tiers? Il y a deux hypothèses. Le tiers, ça peut être un co-contractant de la société. C'est un fournisseur de la société ou un client de la société, mécontent, puisqu'il s'estime lésé par la société, il a subi un préjudice en raison peut-être d'une inexécution contractuelle ou en raison de non-paiement d'une dette, et il ne va pas seulement attaquer la société, mais il va attaquer le dirigeant personnellement. C'est la première hypothèse, donc le co-contractant mécontent. Mais ça peut aussi être un simple tiers qui n'a pas de rapport contractuel avec la société,
mais qui est par exemple victime d'un accident impliquant la société. Et donc qui va se retourner sur la base de la responsabilité non contractuelle, de la responsabilité délictuelle, contre la société et contre le dirigeant, voire seulement contre le dirigeant, ce qui serait un peu étrange, mais en théorie, tout est possible. Donc voilà un tiers qui agit contre le dirigeant directement. Qu'en est-il de cette action? Alors en principe, cette action n'est pas possible. Elle est exclue, et cela pour une raison très simple et très évidente, c'est que le dirigeant, lorsqu'il agit, il n'agit pas pour son compte personnel, il est un mandataire social, il agit au nom et pour le compte de la société. Par conséquent, il est incohérent de le mettre en cause, puisqu'il n'agit pas pour lui-même, il agit pour un tiers, à savoir pour la société. Et donc, la Cour de cassation a précisé déjà très tôt que ce type d'action contre le dirigeant ne peut aboutir, n'est pas recevable. La Cour de cassation formule un principe qui le dit en ces termes-là, je cite, c'est une décision déjà de 1973, la Cour de cassation dit « la responsabilité sociale est de règle », tandis que la responsabilité personnelle des gérants est l'exception. Voilà donc en principe, le dirigeant est protégé contre les recours directs engagés par des tiers contre lui. Maintenant, il existe des exceptions à ce principe. Il en existe notamment deux. Alors, la première exception, c'est ce qu'on appelle la faute séparable des fonctions. La faute séparable des fonctions permet d'agir directement contre le dirigeant. Alors, la faute séparable des fonctions est tout de même une faute définie de façon très restrictive. Ce sont des fautes très particulières, à savoir, selon la Cour de cassation, ce sont des fautes intentionnelles d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. On comprend la logique derrière, c'est-à-dire c'est le dirigeant qui se place en dehors de son mandat, qui agit d'une façon telle qu'on ne peut plus le faire rentrer tout simplement dans sa fonction. Donc des fautes intentionnelles d'une gravité particulière. Quelles sont ces fautes concrètement? Il existe une catégorie de fautes qui est toujours concernée et qui sera toujours une faute séparable des fonctions. C'est la faute pénale. Celui qui commet une faute pénale commet toujours une faute séparable de ses fonctions, susceptible d'engager sa responsabilité personnelle. C'est la Cour de cassation qui l'affirme avec constance. Donc, quels sont les exemples? Il existe par exemple des cas où des dirigeants ont personnellement participé à des contrefaçons de marques. Et dans cette hypothèse-là, le tiers lésé, le propriétaire de la marque, il ne peut pas qu'agir contre la société pour obtenir réparation de son préjudice, mais il peut aussi agir personnellement contre le dirigeant pour obtenir réparation de son dommage. Voilà un exemple. Mais il existe aussi des situations qui paraissent moins évidentes et dans lesquelles on ne s'attendrait peut-être pas à être dans le cas d'une responsabilité pénale et pourtant on l'est. Pour quelle raison? La raison, c'est que de plus en plus, il y a une prolifération du droit pénal dans le droit des affaires. C'est-à-dire de plus en plus, depuis 20-30 ans, le législateur sanctionne des dispositions du droit des affaires par des sanctions pénales qui s'ajoutent aux sanctions civiles qui peuvent exister. Donc, il y a du droit pénal un peu partout. Et cette prolifération, d'ailleurs, du droit pénal en droit des affaires, elle est critiquée par une partie de la doctrine depuis un certain temps et peut-être pas à tort. Il reste que, très souvent,
vous avez les dispositions des obligations du droit des affaires et ensuite il y a une petite sanction pénale, voire une sanction pénale lourde qui est attachée. Et donc, dès lors qu'on est face à ce type d'obligation, on est face à une faute séparable des fonctions. Et donc, face à un risque tout à fait particulier. Deux exemples. Vous avez notamment une sanction pénale attachée à l'assurance décennale obligatoire en matière de construction. Comme vous le savez, en matière de construction, il existe une assurance décennale obligatoire pour celui qui opère la construction, pour le constructeur, et il doit donc s'assurer. S'il ne le fait pas, dit un texte, il est soumis à une responsabilité pénale. Il peut être sanctionné pénalement par ailleurs, et par conséquent, il résulte que le dirigeant qui a omis de renouveler l'assurance obligatoire ou de prendre une assurance obligatoire, lorsque cas de garantie décennale survient, il peut être mis en cause par des tiers lésés directement à titre personnel. Et donc, vous avez une jurisprudence qui n'est même pas si rare que ça, où des dirigeants de sociétés de construction sont attaqués sur leur patrimoine personnel par les victimes de vices de construction, avec des montants toujours extrêmement importants en jeu, naturellement, puisqu'on est en matière de construction, et donc avec des conséquences toujours assez radicales pour le dirigeant en cause. Voilà un exemple de faute séparable des fonctions qui est classique. Mais vous avez aussi des fautes non pénales. Des fautes non pénales, et donc la faute séparable des fonctions, à partir du moment où l'action est une faute intentionnelle d'une particulière gravité, même s'il n'y a pas de sanction pénale, peut engager la responsabilité directe du dirigeant. Alors, cela peut être, par exemple, l'abstention délibérée de déclarer une créance pour protéger le débiteur, en l'occurrence une société mère. Si un dirigeant ne déclare pas une créance pour protéger une autre société, il peut voir sa responsabilité personnelle engagée pour faute séparable. Donc, il existe des hypothèses dans lesquelles, même en dehors des fautes pénales, on peut être responsable personnellement. Il existe une deuxième exception, c'est l'action pour insuffisance d'actifs. L'action pour insuffisance d'actifs, c'est quelque chose que les gérants craignent depuis longtemps. Quelle est l'hypothèse? C'est l'hypothèse d'une société qui est en liquidation judiciaire. Et comme presque toujours, si la liquidation judiciaire fait suite à une cessation des paiements, il y a une insuffisance d'actifs pour satisfaire tous les créanciers. Dans cette hypothèse, le mandataire judiciaire peut engager, en cas de mauvaise gestion, en cas de faute de gestion, une action contre le dirigeant pour combler l'insuffisance d'actifs sur le patrimoine personnel du dirigeant. Alors, cette situation qui est donc très crainte par les dirigeants a connu une évolution s'agissant des conditions légales. À savoir qu'avant 2016, il suffisait d'une faute de gestion simple, donc une faute de négligence, pour qu'on puisse agir pour insuffisance d'actifs contre le dirigeant personnellement. Or, depuis la loi Sapin 2 de 2016, le législateur a voulu mieux protéger le gérant. Et donc, il a précisé dans la loi que la simple négligence ne suffit pas, mais qu'il faut une faute délibérée, une faute d'une certaine gravité pour pouvoir agir directement contre le dirigeant. La loi le précise en affirmant, je cite, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actifs ne peut être engagée. Voilà, il faut donc cette hypothèse-là, une faute d'une certaine gravité, ce qui est rassurant pour les dirigeants.
Voilà, nous avons fait le tour des 3 hypothèses dans lesquelles un dirigeant peut voir sa responsabilité civile engagée. Et nous allons maintenant passer à la responsabilité pénale du dirigeant. Nous allons plus rapidement évoquer cette hypothèse. C'est une hypothèse, heureusement, plus rare, mais elle mérite tout de même d'être mentionnée. Alors, naturellement, le dirigeant est susceptible de voir sa responsabilité pénale engagée pour toute infraction au code pénal, c'est-à-dire pour toute infraction de droit commun, l'escroquerie, le vol, l'usage de faux, etc. Nous n'allons pas apprécier plus précisément ces hypothèses qui sont une évidence et qui n'intéressent pas spécialement le droit des affaires, pas plus que le commun des mortels, l'ensemble des acteurs. Il existe maintenant, en droit des affaires, des infractions qui sont un peu spécifiques à la matière, c'est-à-dire qui intéressent plus spécialement le dirigeant d'entreprise. Et on peut les regrouper en 3 groupes. On a les infractions au droit des sociétés, il y a les infractions au droit des procédures collectives, et il y a les infractions aux règles du travail, de l'hygiène et de la sécurité. Donc, ce sont les 3 groupes d'infractions que nous allons rappeler rapidement pour souligner le fait qu'il convient de prendre garde particulièrement par rapport à ces infractions. Alors, le premier groupe d'infractions, ce sont les infractions au droit des sociétés. Là, 2 exemples très bien connus. Le premier, évidemment, c'est l'abus de biens sociaux, l'ABS, figurant à l'article L241-3 du Code de commerce. Je rappelle que l'abus de biens sociaux, c'est, je cite, le fait pour les gérants de faire de mauvaise foi des biens ou du crédit de la société un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés, directement ou indirectement. L'abus de biens sociaux est bien connu. Je rappelle 3 exemples d'abus de biens sociaux très classiques. Ce sont les frais de réception ou de transport à des fins personnelles. C'est le tableau d'art acheté par la société mais qui finit dans la villa du dirigeant. Mais c'est aussi le bâtiment appartenant au dirigeant à titre privé et loué à l'entreprise à un loyer peut-être trop confortable, excessif. Voilà des hypothèses très classiques d'abus de biens sociaux sanctionnés par 5 ans de prison et 375 € d'amende, sachant que toujours les sanctions pénales visent un maximum et que naturellement on n'est pas toujours sanctionné à cette hauteur-là, mais de façon plus modérée généralement en prenant en considération si on est dans une récidive ou bien si c'est une première condamnation. Donc les sanctions sont naturellement, du moins au début, beaucoup plus modérées. Voilà la première infraction très importante. Il y a ensuite la présentation de comptes inexacts. Je ne vais pas approfondir cette infraction, le titre parle pour lui-même. Donc les infractions au droit des sociétés. Deuxième catégorie, les infractions au droit des procédures collectives. Les infractions au droit des procédures collectives sont relativement nombreuses, puisque très souvent les obligations ou les textes en cette matière sont assortis de sanctions pénales. Et donc nous avons notamment 2 infractions très importantes. La première, elle est bien connue, c'est la banqueroute. Je rappelle que lorsqu'il faut déposer le bilan, lorsqu'une entreprise est en cessation des paiements, puisque l'actif disponible ne permet plus de faire face au passif exigible, il faut déposer le bilan dans les 45 jours de l'état de cessation de paiement. Et malheureusement, il arrive que des dirigeants ne le fassent pas parce qu'ils craignent évidemment
pour la survie de l'entreprise, puisqu'on connaît bien les conséquences pratiques qui s'attachent à un dépôt de bilan. Les fournisseurs ne sont plus très motivés par la suite. Il faut néanmoins le faire, puisque si ce dépôt est tardif, le dirigeant est passible du délit de banqueroute pour avoir dissimulé un état de cessation de paiement, et il engage sa responsabilité pénale avec une peine, là aussi pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Voilà le premier délit, le plus connu des délits en la matière. Il existe des délits moins connus, par exemple l'interdiction de payer toute créance antérieure au jugement d'ouverture. Comme vous le savez, la cessation des paiements d'une entreprise, l'ouverture d'une procédure collective entraîne une véritable interdiction de payer toutes les créances qui sont antérieures au jugement d'ouverture. Donc, le débiteur, la société en procédure collective n'a plus le droit, sauf quelques exceptions, mais qui sont précisées par la loi, n'a plus le droit de payer des créanciers antérieurs. Et ces créanciers antérieurs, corollairement, n'ont plus le droit d'accepter des paiements. Pour quelle raison? Naturellement, on veut garder la même situation pour l'ensemble des créanciers. C'est le but même de la procédure collective. Si ces paiements interviennent néanmoins, il s'agit d'une infraction pénale sanctionnée par l'article L654-8 du Code de commerce, avec des sanctions allant jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et une amende de 30 000 €. Donc voilà une autre infraction très importante. Enfin, il existe de nombreuses obligations en matière de droit du travail, d'hygiène et de sécurité des entreprises. Je vais passer au regard du temps sur les exemples, mais qui sont bien connus. Vous avez par exemple la mise en danger de la vie d'autrui, qui est un texte qui mérite toujours d'être considéré, puisque même sans réalisation d'un dommage, sans blessure, sans homicide, la simple mise en danger, donc la simple création d'un risque pour autrui, peut engager la responsabilité personnelle du dirigeant. Il suffit qu'il viole délibérément des obligations particulières de prudence ou de sécurité. C'est un texte particulièrement important, notamment en matière de bâtiment, en matière de construction, où vous avez très souvent des accidents de chantier et très souvent des recours qui sont ensuite exercés contre ceux qui étaient en charge d'assurer le respect de ces règles de sécurité sur le chantier. Alors, pour ces infractions-là, il est important de savoir que le dirigeant peut se protéger par la délégation de pouvoir. La délégation de pouvoir délègue son pouvoir d'assurer la sécurité à un salarié de l'entreprise. Et cette délégation de pouvoir, si elle est correctement réalisée, et si le salarié dispose effectivement des moyens pour assurer sa mission, donc la délégation ne doit pas être fictive, elle a effectivement pour effet de dégager totalement le dirigeant du risque qui pèse sur lui, du risque de responsabilité pénale, mais aussi du risque de responsabilité civile, et elle transmet ce risque intégralement au salarié qui a reçu délégation de pouvoir et qui, lui, par contre, doit supporter tous ces risques. Voilà un moyen auquel il faut toujours penser, naturellement, puisque le dirigeant d'entreprise ne peut pas personnellement assurer toutes ces missions. Il a de nombreuses charges à supporter, donc il va procéder à des délégations de pouvoir à ce sujet. Voilà, nous avons fait un tour de cette matière. Si vous avez des questions, c'est le moment. Et donc, j'espère que ça vous a, en toute hypothèse, donné un premier aperçu de la responsabilité civile et pénale des dirigeants d'entreprise. Et je vous remercie déjà pour votre attention. Et je passe la parole à Madame Corte
de la CCI pour reprendre la main. Ouais, très bien. Merci beaucoup. Je suis en train de charger déjà. Ah, il faut couper le micro, on les va pas. Merci. Sinon, on a des échos. Alors, il est encore allumé, le micro chez moi. Tu peux couper le micro, Oliver? Voilà, super, merci. Alors déjà, merci beaucoup à Maître Oliver Berg. C'était vraiment très clair, très précis, avec des cas pratiques vraiment qui montrent l'importance déjà, je trouve, de connaître le côté juridique avant de se poser la question, mais qu'est-ce que je prends comme assurance, moi, dirigeant d'entreprise, si on ne connaît pas le parti juridique? Voilà, c'est, je pense, compliqué. C'est bien avoir cette base juridique pour ensuite se dire, voilà, comment je veux m'assurer, avoir une assurance qui me protège en tant que dirigeant. En tout cas, moi, je trouve c'était très clair, très précis, pris, je pense, les cas les plus quotidiens qu'on rencontre. Alors, je regarde, j'essaie de voir s'il y a une question. Moi, j'arrive pas à la lire. Je vois demande à ma collègue si elle arrive à lire. Pourrait-on revoir la vidéo? Alors, oui, la vidéo, très bonne question. Effectivement, je m'excuse, je ne l'ai pas précisé au début. Effectivement, la vidéo, elle va être enregistrée, un enregistrement. Ça veut dire, une fois tout est finalisé, on va le mettre sur le site de la CCI Alsace Eurométropole. Alors, il n'y a pas de souci pour revoir la vidéo parce qu'effectivement, il y a quand même pas mal d'informations. Alors, c'est pas toujours facile de tout retenir. Et bien sûr, on peut aussi vous envoyer le PowerPoint, la présentation de Maître Oliver Berg. Ça vous permet d'avoir en même temps le PowerPoint en version PDF. En tout cas, je ne vois pas d'autres questions. Ah, il y a une main levée. Alors, une de nos collègues. Aussi de la Chambre de commerce et d'industrie. Moi, je travaille beaucoup en santé, sécurité au travail et du coup, la fin de votre intervention parlait de la délégation en matière de santé, sécurité sur des salariés. Et il me semblait qu'au final, c'était quand même le chef d'entreprise qui était responsable. Alors, est-ce que c'est peut-être c'est peut-être faux, mais dans mon esprit, une délégation déjà devait être prouvée avec les moyens, la formation et tout ce qu'il faut, mais qu'au final, c'était quand même le chef d'entreprise qui était responsable de tout ce qui est santé, sécurité au travail dans son entreprise. À partir du moment où il a pris la délégation, il est délié de sa responsabilité. Si les conditions sont remplies, il n'est plus responsable de ces questions-là. Même pas au final. Même pas au final. Donc, cette délégation, elle est vraiment effective. C'est-à-dire, il délègue son pouvoir, comme le dit le terme. Ce pouvoir qui lui appartenait ne lui appartient plus. Il le délègue intégralement aux salariés. Et par conséquent, dans ce type d'accident de chantier, de procédure, vous avez des salariés qui peuvent être mis en cause pour ne pas avoir rempli leurs obligations, alors qu'ils ont ces obligations-là en fonction de la délégation. Et donc, c'est d'ailleurs assez risqué pour ces salariés d'accepter ces délégations, mais bon, c'est leur métier. Mais le dirigeant ne peut plus être poursuivi une fois qu'il a délégué correctement, bien sûr, en mettant dans tous les moyens d'action aux salariés, en lui assurant de pouvoir remplir sa mission. Mais à partir de ce moment-là, l'action, bien sûr, il reste l'action contre la société qui est toujours possible. La société, bien sûr, elle reste responsable. Parce que le salarié, il travaille pour la société en même temps. Donc la personne morale
naturellement, reste responsable. Mais le dirigeant ne peut plus être mis en cause personnellement. C'est la mise en cause personnelle du dirigeant qui est écartée. La société elle-même, elle devra indemniser en cas d'accident sur le chantier, en cas de violation d'une règle de sécurité. La société devra indemniser. Mais le dirigeant ne peut pas être mis en cause personnellement, notamment sur le droit pénal. Par contre, le salarié qui a reçu la délégation, qui n'aurait pas rempli son obligation, lui peut être mis en cause, même sur le droit pénal, sur le plan pénal. D'accord. Bon, donc il faut distinguer vraiment la société et le dirigeant. Le salarié reste sous la hiérarchie du chef d'entreprise. Il y a un lien hiérarchique. D'accord, bien sûr, il reste sous la hiérarchie. Évidemment, si le chef d'entreprise donne des instructions insuffisantes aux salariés, s'il y a un manque si la mission n'est pas bien définie envers le salarié, s'il ne lui donne pas les moyens, ou s'il donne des instructions qui vont dans le mauvais sens, évidemment, le salarié peut se dégager de sa responsabilité. Et le dirigeant sera responsable. Mais à partir du moment où il donne toutes les instructions aux salariés pour bien remplir cette mission, il n'est plus personnellement responsable. La société, elle l'est toujours. Mais pas le dirigeant, personne privée. Pas le dirigeant sur son patrimoine personnel et en qualité de personne soumise à une action pénale. Merci. Alors, très bien. Il y a encore une question concernant comment être conseillé ou mieux pour choisir et sélectionner l'assurance. Alors, effectivement, pour cette raison, on a prévu aussi la semaine prochaine le webinaire avec quelqu'un d'une assurance qui montre le côté pratique, mais peut-être Maître Oliver Berg, il a encore quelques remarques côté juridique. Je ne sais pas avec quels outils on se rapproche de ce sujet, mais bon, normalement, on avait prévu ça pour la semaine prochaine. Hein, Oui, je ne vais pas anticiper sur les assurances, puisque effectivement, il y a un spécialiste qui va intervenir, donc qui connaît tous les types d'assurances. En tout cas, elles sont utiles, c'est une certitude. Oui, d'accord, très bien. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? N'hésitez pas, profitez en live avec notre intervenant. En tout cas, n'hésitez pas, vous pouvez aussi toujours faire un mail au service juridique qu'on peut transmettre s'il y a encore une question qui vous vient peut-être un peu plus tard, vous n'avez pas pensé, il n'y a pas de souci. En tout cas, je vais maintenant essayer de partager ma présentation. Alors, attendez, comment je fais pour afficher? Comme ça? Oui. Super. Alors, encore une fois déjà, merci beaucoup à Oliver Berg pour la présentation qui était très claire, super. Un grand merci pour être disponible aujourd'hui. Alors, effectivement, comme j'ai dit au début, moi, je travaille au service juridique et en fait, pour les webinaires, on sait toujours aussi vous mettre au cœur, vous, chef d'entreprise, et ça fait un peu lien avec le contenu aussi, parce que Maître Berg, il a bien expliqué, par exemple, le souci de procédure collective, cessation de paiement, ça fait un peu le lien aussi avec notre cellule de soutien. On veut vous informer que ça existe, la cellule de soutien qui est gérée par notre service juridique et qui compte 4 juristes pour l'Alsace. On est là pour vous, chefs d'entreprise. Vous n'hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez des difficultés, vous posez des questions. Voilà, est-ce que je me trouve en cessation de paiement ou pas? Je ne sais pas
trop vers qui orienter, je rencontre des soucis avec l'URSSAF ou autre, n'hésitez pas de nous contacter. On vous propose rapidement un rendez-vous, soit présentiel, soit à distance. Et effectivement, comme le PowerPoint il le précise, chez nous, les mots d'ordre sont écoute, disponibilité, expertise, rapidité et confidentialité. Alors, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter par notre numéro de téléphone qui est affiché à la fin ou vous envoyez mail, vous téléphonez à l'accueil standard CS de la CCI, il n'y a pas de souci et nous, on prendra contact avec vous. Alors, notre cellule de soutien travaille en relation étroite avec des partenaires habituels et bien sûr, on a remis encore une collaboration plus étroite et plus proche quand il y avait l'année dernière la pandémie Covid qui arrivait pour vous accompagner encore plus. Ça veut dire effectivement, on a un réseau de partenaires. Nous, avec la CMA, on est les portes d'entrée pour les chefs d'entreprise. Et ensuite, on a notre réseau pour ensuite voir où ça coince, vers qui orienter, qui peut être votre interlocuteur. Vous n'hésitez pas à aller sur notre site internet. Vous trouvez toutes les informations sur le réseau des partenaires. C'est très varié, très large. N'hésitez pas, vous trouvez toutes les informations à ce sujet-là. On a mis également à votre disposition sur le site internet un autodiagnostic confidentiel qui vous permet de réaliser en ligne une évaluation rapide de la santé de votre entreprise. Voilà, ça vous permet, si vous, voilà, dans un premier temps, vous dites, je veux déjà voir un peu moi-même, avant de contacter quelqu'un, faites cet autodiagnostic, aucun souci. Vous trouvez également un guide en ligne avec des informations utiles sur des procédures et les acteurs qui interviennent dans ces domaines pour des entreprises en difficulté. Nous avons les webinaires en replay pour les chefs d'entreprise qui rencontrent des difficultés. On a fait pas mal de webinaires, présentation de la cellule de soutien, les procédures collectives, le domaine psychologique. N'hésitez pas, vous trouvez tout sur notre site internet où vous pouvez découvrir les acteurs qui sont toujours là, près de vous pour vous accompagner. Et bien sûr, on a aussi des articles synthétiques et des notes juridiques en ligne sur notre site internet. Par exemple, si vous dites, tiens, la cessation des paiements, effectivement, ça me parle, mais je veux voir un peu plus en détail, n'hésitez pas, vous trouvez sur le site des informations. Voilà, le contact de notre cellule de soutien, soit par mail juridiqueensingulier@alsace.cci.fr ou vous téléphonez sous 03 88 75 25 23, c'est la ligne directe du service juridique et vous avez toujours un ou une juriste au téléphone. Alors, comme j'ai expliqué au début, effectivement, pour compléter notre webinaire d'aujourd'hui, effectivement, on a entendu comment il faut faire juridiquement, qu'est-ce que ça engage. Ben alors, comment je fais ensuite pour trouver une assurance et qu'est-ce que ça englobe? Vous trouvez notre prochain webinaire le jeudi prochain, pareil à 11 h. N'hésitez pas de vous inscrire, vous trouvez sur le site internet dans la partie agenda. Et on vous informe déjà aussi de notre webinaire après qui prend le thème le risque routier, cadre juridique et prévention. Alors, pardon, je ne vois pas le dernier mot, cadre juridique, en tout cas dans le risque routier, place dans un plan de prévention. Vous pouvez toujours voir les agendas, sur notre agenda, les webinaires qui sont organisés par notre service juridique. Alors, bien sûr, on a notre cellule de soutien, mais on a aussi notre service juridique qui est là pour toute question juridique. Comme on a vu aujourd'hui, il y avait pas mal de sujets dans le domaine de droit de société. N'hésitez pas à nous contacter si vous dites, voilà, j'ai besoin d'accompagnement dans ce domaine. Pareil, il y a d'autres domaines aussi, on est là pour vous, si c'est pour bail commercial,
contrat de distribution, les conditions générales de vente ou toute autre question juridique, vous nous contactez et on va vous accompagner pour ça. Et bien sûr, ça me tient à cœur aussi pour la partie franco-allemande, hein, parce que comme vous avez remarqué, moi, je suis juriste franco-allemande à la Chambre. Si vous avez des projets avec l'Allemagne, dans n'importe quel domaine juridique, n'hésitez pas de me contacter. Je travaille en réseau aussi avec les CC d'Outre-Rhin et aussi avec les administrations très proches. Et j'essaie toujours de trouver l'information ou faire le lien ou trouver un interlocuteur pour vous. Et encore un dernier point qui me tient aussi beaucoup à cœur. Notre service juridique propose aussi la plateforme des médiations d'arbitrage. Comme vous avez peut-être entendu et vu de plus en plus, on incite les entreprises aussi de passer par la médiation qui permet de trouver une solution amiable en dehors d'une procédure judiciaire. Alors, notre plateforme, elle propose ça. Juste précisons, ça concerne des litiges inter et entre entreprises. Ça concerne alors pas le cadre de la consommation. Si vous rencontrez des difficultés avec notre société ou au sein de votre société et vous voulez tenter d'abord une médiation, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter. Pareil, il y a également un petit volet franco-allemand. Si vous rencontrez des soucis avec une société allemande, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter. Voilà, j'ai fini ma présentation. Je remercie beaucoup à tous les participants qui étaient là aujourd'hui et encore une fois un grand merci à Maître Oliver Berg pour être présent aujourd'hui pour cette présentation très claire, super, qui a vraiment montré aussi le côté pratique.